Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de Gabriel Cramer, qui est sans doute le premier mathématicien, selon cette version en tout cas, des 300 ans de mathématiques à l'UNIGE avec Calandrini à l'Université de Genève. Donc, ça c'est Gabriel Cramer. On m'entend bien ou pas? Oui. Okay. Ah oui. Ok. Donc, on peut voir un joli portrait de Gabriel Cramer tout sourire. Il a une jolie perruque, j'imagine que c'était la mode de l'époque. Et Gabriel Cramer, c'est un Genevois qui est né en 1704 dans une famille bourgeoise, donc dans le sens où c'était une famille qui participait à la vie politique de la ville. Il a eu des gens de sa famille, son frère notamment, qui ont eu de grosses responsabilités. Et lui, de son côté, il va se consacrer à l'étude de la philosophie et des mathématiques auprès d'Étienne Jalabert, qui était lui-même titulaire de la chaire de philosophie à l'Université de Genève. C'était une époque où philosophie et philosophie naturelle n'étaient pas si éloignées qu'aujourd'hui. Et donc, philosophie naturelle, ça recouvrait les mathématiques, la physique et autres. Et Cramer soutiendra une thèse en 1922 sur le son, donc plus sur le côté physique que sur le côté mathématique ou philosophique. Mais toujours est-il que, malheureusement, l'année d'après, Jalabert, son directeur, meurt en 1723, et donc on peut essayer de candidater à sa chaire de philosophie. Et donc il y aura 3 candidats, Cramer, Calandrini et un pasteur dont je ne me rappelle plus le nom. Mais c'est ce pasteur qui sera retenu. Et donc on pourrait croire que c'est un échec un peu, un camouflet pour les pratiques des mathématiques à l'Université de Genève. Mais c'est tout le contraire, puisque l'année d'après, c'est une nouvelle chaire dite de philosophie, mais dans les faits de mathématiques, qui sera nouvellement créée pour être partagée entre Cramer et Calandrini. Donc deux mathématiciens et amis qui vont initier la pratique des mathématiques plus modernes à l'Université de Genève. Donc, les deux amis Cramer et Calandrini vont se séparer les tâches comme suit. Dans un premier temps, c'est Cramer qui restera à Genève pour enseigner, tandis que Calandrini partira voyager pour se former. Et à son retour, c'est Cramer qui partira de 1727 à 1729 pour se former dans toute l'Europe, rencontrer d'autres mathématiciens. Il partira en Angleterre notamment. Et il va par la suite entreprendre de nombreuses correspondances avec tout un tas de mathématiciens divers, comme Euler, d'Alembert, les différents membres de la famille Bernoulli avec qui il a à peu près tous correspondu. Et ensuite, il va revenir à l'Université de Genève, enseigner, et donc c'est quelqu'un qui est très porté sur l'enseignement, comme va en témoigner son quasi unique ouvrage, qui est l'introduction à l'analyse des courbes algébriques, des lignes courbes algébriques, publié en 1750, un sujet qui était à la mode à l'époque, notamment parce que ça avait été beaucoup étudié par Newton avec sa classification des cubiques, et cette introduction se veut non seulement comme un article complet qui fait un livre complet qui fait plus de 680 pages, mais aussi très précis avec beaucoup d'exemples, beaucoup de démonstrations et notamment précis pour les étudiants. Donc Cramer attache beaucoup de soins à tout ça. La rédaction de ce livre va durer à peu près une dizaine d'années. Malheureusement, Cramer ne pourra pas en profiter longtemps. Un an plus tard, il tombe gravement malade et il va s'éteindre au tout début de 1752 dans un voyage pour tenter de se soigner. Malheureusement, il va mourir sur le trajet. Mais maintenant, on va s'intéresser à un des chapitres de cette analyse des lignes courbes algébriques, le chapitre 3. Et donc, qu'est-ce que c'est une ligne courbe algébrique pour Cramer? C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui une courbe algébrique plane, affine et réelle. Donc, à quoi ça correspond? Ça correspond au zéro d'un polynôme en 2 variables, dont les monômes sont de degré O plus n. Pour avoir le degré d'un monôme, vous faites la somme des degrés des coefficients. Donc c'est quelque chose qui est très connu depuis aujourd'hui. Donc on a
les droites affines, dans un premier temps, à l'ordre 1, A plus BX plus C, et il n'y a pas de quatrième C, excusez-moi, qui est égal à 0. À l'ordre 2, on a les coniques qui sont étudiés depuis la Grèce antique, les ellipses, les hyperboles, les paraboles. Donc on a plus de coefficients, mais donc c'est aussi des choses qu'on connaît bien. De manière générale, vous pouvez prendre le graphe d'un polynôme de degré n et vous obtiendrez une ligne courbe algébrique d'ordre n. Et donc, ce que s'est posé Cramer comme question notamment, une question qui avait déjà été un peu étudiée, c'est combien de points je dois fixer pour obtenir une courbe algébrique de degré n. Si vous prenez le degré 1, par 2 points passe une unique droite. Pour le degré 2, on peut se poser la question et on peut trouver la réponse qui est en fait 5 points. Et donc, on a ce théorème qui est écrit en haut. Si on prend un entier positif non nul V, dans ce cas-là, par V fois V plus 3 points sur 2, passe régulièrement une unique courbe de degré V. J'ai mis régulièrement en gras parce que c'est la formulation de Cramer. C'est quelque chose qu'on va essayer de préciser juste après, mais si on enlève le mot régulièrement, ce théorème en tant que tel n'est pas tout à fait vrai. Mais donc du coup, voici les exemples. Pour le degré 2, c'est par 5 points que passe une unique conique. Et donc pour ça, je vais essayer de vous illustrer ça avec GeoGebra, si j'y arrive. Donc, on va faire quoi? On va d'abord se donner 4 points. D'accord? Donc je prends 4 points du plan, n'importe où. Il faut juste qu'il n'y en ait pas 3 qui soient alignés. Et maintenant, je vais utiliser cette magnifique fonction qui est conique passant par 5 points. Voilà, A, B, C, D. Et maintenant, je mets mon point où je veux et j'ai la conique qui passe. Et vous voyez que, où que je mette ma souris, j'ai à chaque fois une unique conique qui passe. Et si je fais le tour d'un des points parmi mes 5 points, ben en fait, je balaye tout le plan. Et donc, vous voyez qu'on a bien une unique conique qui est déterminée par 5 points. Donc, si vous voulez vous amuser à chaque fois, ben, vous pouvez le faire. On retrouve aussi les cas dégénérés. Voilà, là, il y a l'union de deux droites. Ici, encore une union de deux droites si on les met comme ça. Enfin, voilà. Toujours est-il que Cramer lui-même précise que un premier énoncé de ce résultat est dans un ouvrage de Stirling inspiré par la classification des cubiques d'ordre 3, des cubiques par Newton, de Stirling, qui date de 1717, mais on n'y trouve pas de démonstration. Et donc, Cramer va donner une démonstration de ce résultat, et on va essayer d'expliquer un peu en quoi consiste cette démonstration. Donc, ici, c'est... Tac, remettre en plein écran, afficher, plein écran. Voilà. Très bien. Donc, tout d'abord, je vous ai mis... Ah oui, pourquoi j'ai mis un petit v? Parce que c'est la formulation de Cramer. Donc là, vous pouvez voir que la formulation d'aujourd'hui ne diffère pas tant que ça de la formulation de Cramer. Toujours ce petit suspense sur ce que ça veut dire régulièrement. Mais on peut notamment noter que juste en dessous, Cramer s'empresse de préciser ce que ça veut dire pour chaque ordre, à combien de points ça correspond. Et donc, par exemple, pour une courbe de degré 5, vous avez 20 points qui vont la déterminer. Donc, voilà. Le premier des arguments de Cramer, c'est de se poser la question combien de monômes composent l'équation d'une courbe de degré V. Et donc là, on a tous les monômes de degré plus petit que 5 qui sont listés dans un triangle orienté vers le bas. Et donc sur chaque ligne, on a les termes qui sont les monômes qui sont exactement de degré fixé V. Et on obtient sur chaque ligne V plus 1 terme, donc V plus 1 terme, sachant que du coup le coefficient A, qui est le coefficient constant, est un terme de degré 0. Et donc du coup on peut faire la somme de tout ça, puisque la rangée de degré n contient n plus 1 terme, on a un nombre total de coefficients qui vaut la somme des entiers de 1 à n plus 1, et donc n plus 1, n plus 2 sur 2, soit n plus 3 sur 2 plus 1. Donc là on a un plus 1 en trop par rapport au nombre qu'on a vu juste avant, mais on va s'en débarrasser tout de suite en remarquant que, en fait, quand on a une équation polynomiale de la forme p égale 0, c'est exactement la même chose que de considérer un nombre non nul fois ce polynôme égale 0. Ça ne change absolument pas
le lieu des zéros, mais ça change, ça multiplie tous les coefficients de l'équation, et donc ça va tuer un des paramètres de liberté, ce qui fait que les courbes d'ordre n sont paramétrées en fait par un espace de dimension n plus 3 sur 2. Et donc, évidemment, Cramer ne va pas le formuler en ces termes, mais l'idée de sa démonstration est la même que celle que je vais présenter ici. C'est en fait une démonstration d'algèbre linéaire toute simple. Donc normalement, même au niveau de première année de licence de mathématiques, vous avez déjà pu voir. C'est que dire qu'une courbe définie par un polynôme P passe par le point x0, y0, on peut l'écrire en fait en termes matriciels, sous la forme d'un vecteur ligne x0, grand X0 qui multiplie un vecteur colonne grand A. Le vecteur colonne grand A, ça va être le vecteur des coefficients du polynôme P, qui est donc un vecteur de taille m plus 1, puisque un polynôme P de degré plus petit que m à m plus 1, de degré n à m plus 1 coefficient, si on a posé du coup toujours m qui est égal à n plus 3 sur 2. Dans un autre temps, le vecteur grand X0, ce sont les coordonnées petit x0, y0 élevées à la puissance du bon monôme x0 puissance i, y0 puissance j. Et donc on a cette multiplication qui va nous donner somme sur i et j des aij x0 puissance i, y0 puissance j égale à 0. Et donc ça, c'est si on se donne un point. Et donc ça nous donne une contrainte, une équation. Si on fait ça pour m points, eh bien on a en fait un système linéaire de taille mm plus 1, et donc on cherche à résoudre l'équation x fois a égale 0. Et donc ce problème qui avait l'air non linéaire, où on considère des courbes de degré élevé, se résout en fait à un problème linéaire. Et donc, puisque on a les coefficients des équations des courbes algébriques d'ordre n qui passent par ces n points, qui sont donnés exactement par les solutions de x fois a égale 0, ça correspond en fait à chercher le noyau de la matrice x qui est de dimension au moins 1. Vous pouvez le voir par le théorème du rang, mais c'est parce qu'en fait, on a m ligne et m plus une colonne. Et la conclusion, qu'est-ce que c'est? C'est que l'espace des courbes d'ordre n passant par les m points correspondant à la matrice x est de dimension du noyau moins 1 qui est supérieure ou égale à 1. Et donc, quand on a une dimension 1, ça veut dire qu'on a une droite de solution. Un représentant non nul dans cette droite nous donnera une solution de cette équation. Et donc maintenant, je vais très rapidement vous parler de la suite de cette histoire pour Cramer. C'est ce qui est connu sous le nom de paradoxe de Cramer. On a donc une version préliminaire du théorème de Bézout qui nous dit que deux courbes d'ordre n et m s'intersectent en O plus m fois m point. Et en fait, c'est Cramer aussi qui tente la première preuve de ce résultat. Et d'ailleurs, il en donne une preuve qui est correcte. Sous la forme, ça s'intersecte en O plus le produit des degrés point. Même s'il attribue le premier énoncé à Maclaurin en 1720. Je peux vous donner un exemple. Donc voici deux cubiques qui s'intersectent en exactement 9 points. Et de manière générale, quand on a deux courbes, c'est pas difficile avec 2 degrés n et m de construire des courbes qui s'intersectent en n fois m points réels. Mais ça pose un problème. Parce que là, on a donc 9 points d'intersection pour les cubiques, mais pour déterminer une cubique, il suffit de 8 points. Donc par 8 points passe une unique cubique, mais par 9 points, on peut faire passer 2 cubiques, et même plus. Et donc du coup, il y a un paradoxe apparent. Le paradoxe, c'est évidemment que en fait, un des points qu'on a ajouté n'a pas ajouté deux contraintes et qu'en fait, 8 de ces points déterminaient le 9e. Mais une manière récente de voir cette chose-là, c'est que cette quantité qui perturbait tant Cramer, v carré moins v plus 3 sur 2, si on lui ajoute 1, ça correspond en fait exactement au genre de la courbe plane d'ordre v qu'on considère. Et on peut calculer aujourd'hui ce genre, par exemple, avec la formule d'adjonction. Mais cette notion de genre, c'est une notion dont on voit ici une propriété algébrique, mais qui a aussi une interprétation topologique. Et donc, c'est sans doute une des premières fois dans les mathématiques, même s'ils ne le savaient sans doute pas, qu'on avait topologie et géométrie qui se mêlaient de cette manière via le genre, qui n'avait pas du tout ce nom-là à l'époque. Et donc du coup je vais m'arrêter là pour laisser la place à Élise Raphaël qui va nous parler de Rame et elle aussi de liens entre topologie et géométrie.